Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci. Merci à vous tous qui me soutenez, qui m'accompagnez dans cette aventure, qui êtes là, qui animez la chaîne par vos commentaires bien rédigés, intelligemment. Waouh! Merci beaucoup la team. Ça fait plaisir de savoir qu'on a une team de qualité, des gens réfléchis, des gens qui prennent leur temps de comprendre et d'analyser les histoires. C'est un effort d'expliquer au mieux comme je peux, en essayant tous les jours de m'améliorer, mais surtout encouragé par vos commentaires quand je vois que vous êtes aussi dévoués à commenter, à argumenter, à conseiller toutes ces personnes qui ont franchi le pas, qui nous ont ouvert leur intimité, qui nous ont parlé d'eux, ce qui n'est pas une chose facile. Parce que parler de soi-même, c'est pas évident. En tout cas, merci à vous qui êtes vraiment présents sur la chaîne. Thank you. Merci la team. Merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les encouragements à ma personne. Je lis les messages, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière moi, qui prennent les choses positivement, qui ne sont pas dans le jugement, parce que tous nous savons que moi, je ne suis pas journaliste, je fais que YouTube. Donc, je me débrouille au mieux, je fais comme je peux. J'ai appris à faire toutes ces vidéos toute seule. Donc, il peut y avoir des lacunes, mais merci pour votre compréhension. Merci la team. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie. On parle de nous, on parle de nos expériences. Et quand on parle de certains sujets, ça réveille certaines personnes, ça les fait réfléchir et ça fait que ça nous ramène plus d'histoires. Donc, n'hésitez pas à commenter pour que ça motive les gens. Et merci à vous qui ramenez des histoires. Il y en a beaucoup, c'est vrai, que je n'ai pas encore raconté parce que bon, pour raconter une histoire, il faut se mettre dedans, se projeter. Donc, ne vous énervez pas. Kabibi, depuis que je donne mon histoire, ça fait 2 semaines. Non, on va raconter l'histoire. Ne vous inquiétez pas. Les histoires, il y en a plein. Et puis, on va aussi à un certain rythme. On ne peut pas raconter les mêmes tendances tous les jours. Donc, il y a tout ça. Donc, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Depuis, je vais effacer mon histoire. Il ne faut pas effacer vos histoires. Ah, tu m'as donné ton histoire. J'ai déjà écrit. Maintenant, tu dis que tu ne racontes pas mon histoire, je vais l'effacer. Il ne faut pas effacer. Hein. J'ai déjà écrit de toute façon, je vais la raconter. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous avons une histoire d'une maman qui nous vient de France. Yes. C'est une maman congolaise, une maman de Kinshasa. Maman Laura, merci. Merci pour ton partage. Maman nous a contactés depuis Brest. Yes, salut toutes les mamans de Brest en France. Brest, c'est une ville en France. Elle nous a contactés là-bas. Notre maman vit là-bas depuis un certain temps. Notre maman est bien mariée, c'est une bonne tata. Bonne tata. Vraiment, merci pour l'association. Notre maman a financé l'association. Ce sont les bonnes mamans abonnées, les vrais. Hein? La maman a donné l'histoire, elle a donné aussi Pacola, mais elle a donné quelque chose pour l'association. Maman, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Donc, comme vous savez, c'est Noël. Maman Kabibi a une association au Congo-Kinshasa. Donc, ceux qui veulent participer, il y a le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez me contacter. Mais je crois que je dois ajouter le compte PayPal sur la bande d'annonce là. Voilà. Comme ça, si vous voulez faire des virements, vous pouvez faire des virements sur le compte PayPal. Et il y a aussi le RIB que vous pouvez me contacter pour que je vous envoie le RIB de l'association parce que je dois déclarer tout ça. Vous connaissez la France. Maintenant, m'arrêter ici que toi, là, tu envoies l'argent au Congo, tu es qui? Pardon. Faut donner, je préfère quand c'est des virements sur le compte de l'association ou PayPal, parce que moi aussi, c'est facile de justifier. Vous savez qu'ici, il y a les impôts. Il faut tout déclarer. Donc, il ne faut pas me compliquer la vie qu'on vient m'arrêter ici, que moi, j'ai pris l'argent des gens. Non. Donc, je préfère que les choses soient claires.
L'association est déclarée en France, enregistrée, elle a un compte et tout ça, il y a un suivi. Donc, c'est bien de faire les choses correctement. Et comme je vous ai toujours dit, si vous avez besoin des papiers pour déclarer aussi les virements que vous me faites, peut-être pour avoir une réduction d'impôts et tout ça, parce que c'est des donations. Comme il y a des mamans et des papas qui donnent tous les mois, qui ont fait carrément des virements instantanés sur leur compte, je peux vous donner des papiers de l'association pour déclarer que cet argent-là, même si c'est 5 € que vous donnez à l'association, ça peut réduire vos impôts. Parce que l'association, elle est enregistrée en France. Ce n'est pas l'association des Kabibi derrière la maison. Non, 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 non. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et voilà. Donc, vraiment, merci à vous tous qui participez. Comme vous savez, on fait des œuvres à Kinshasa pour aider les personnes en difficulté comme on peut. Hein. On n'est pas riche, mais on dit que même quand tu as 1 €, si tu peux aider quelqu'un, ce n'est pas grave. C'est toujours quelque chose. Hein. Au lieu de dire, bon, c'est 1 €, ça fait quoi? 1 €, ça ne sert à rien, je garde. Non. 10 1 €, ça fait 10 €. Ça peut faire manger même une seule personne. Voilà, ça fait une bénédiction pour nous tous. Nous tous, nous avons donné, nous avons contribué. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour les fêtes de Noël. Hein. Vous avez acheté les guirlandes, les sapins. Oh, l'année passée, c'était sapin blanc. Maintenant, je mets sapin vert. Je mets sapin comme ça. C'est l'argent, non? Donc, si tu as 10 € qui est resté là, des guirlandes là, tu peux aussi envoyer à Maman Kabibi. On va donner aux gens. Et ils vont manger 10 €, ils vont se rassasier. Même si c'est un jour, ils vont manger. Ils vont dire, hey, Dieu! L'argent dans l'association là. Donc, l'association là, c'est nous tous qui avons mis les 1 € Personne. Moi, franchement, moi, je ne suis pas riche. Hein. Moi, je ne vous ai jamais dit que j'étais riche. Donc, moi, je ne suis pas riche. Donc, Dieu va bénir seulement les gens là qui ont donné. Ça veut dire que moi, quand je donne mon argent, ce n'est pas parce que je m'estime riche. Non, je ne suis pas riche du tout. Je travaille. Tous les jours, je vais au travail pour gagner ma vie. Donc, je travaille comme tout le monde. Si on fait ça, c'est par bonne foi, par amour du prochain, pour aider l'être humain, pour nous aider entre nous. Donc, ceux qui veulent m'accompagner dans cette aventure, n'hésitez pas à me contacter et donner vos participations. Bon, les papas et les mamans de la team, vous savez que le compte PayPal là, ce n'est pas mon travail aussi d'aller tous les jours comme ça vérifier. Franchement, il y a déjà beaucoup d'histoires, des choses à écouter, à raconter. Vous êtes tellement compliqué qu'il y a des gens qui font des virements. Ils ne te disent même pas leur nom. Ils ne te disent même pas qu'ils ont fait les virements. Donc, si toi, tu ne pars pas regarder, tu ne sauras pas aussi qu'on a fait les virements. Merci aux mamans, aux papas qui virent l'argent sans me dire. Je pars voir quand quelqu'un me signale. Quand j'ai fait un virement de 20 €, je dis, ah bon, je n'ai pas regardé. J'arrive comme ça, je trouve 180 €. L'argent ici vient d'où? Tu commences à regarder les noms des gens que tu ne connais pas. Vous êtes tellement compliqué, cachotier, que vous ne dites même jamais. Vous faites les virements en cachette. La team, même si on se cache. Merci vraiment à vous tous. Comme vous êtes cachés là, j'ai vu quand même que c'était vous, mais je ne vais pas vous citer. Merci pour les virements que vous avez faits. J'ai vu, mais je n'ai pas vu les jours que vous aviez viré. Mais j'ai vu quand on m'a signalé qu'on a fait un virement. Merci beaucoup. Merci pour vos participations. C'est très touchant, c'est très encourageant. Et aussi, je voulais signaler que notre jeune sœur qui était en Inde, hein, la petite ligne là qui devait rentrer au Cameroun, elle est rentrée au Cameroun. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui n'avez pas hésité à contribuer, à participer pour l'achat de son billet. Elle est rentrée au Cameroun. Mais elle est rentrée au Cameroun, elle a beaucoup de problèmes parce que sa maman est arrêtée. Vous savez que sa maman, elle avait des dettes déjà. Donc, sa maman, elle a eu beaucoup de problèmes. Donc, sa maman est arrêtée. Elle va se débrouiller au Cameroun parce que, comme elle est malade, vous savez qu'elle avait son problème de cordon ombilical ou quoi, elle avait un problème au ventre. Donc, elle a trouvé ses petits frères. Il y a des problèmes de sa maman. Bon, après ça, ce n'est plus notre charge. Quand même, nous, on a fait ce qu'on pouvait. Dieu l'a béni, Dieu l'a aidé. Elle a pu rentrer dans son pays. En tout cas, là-bas, je pense qu'elle est à l'abri. Il y a les Camerounais, il y a les associations, il y a quand même une organisation dans tout pays. Si tu cherches, tu vas trouver. Donc, je pense que quand même, elle pourra se débrouiller. Merci beaucoup à vous tous qui n'avez pas hésité de participer. 10 €, 20 €, 50 €, 100 €. Il y a une maman qui va me donner 200 €. Une maman de Paris. Une maman qui, vous voyez, il y a des gens. Elle m'a appelé, oh, Kabibi et tout ça pour la petite là, c'est pas possible et tout, et tout, et tout, et tout. Elle m'a envoyé 200 €. Elle a fini, elle m'a bloqué. Les mamans de la team. La femme là m'a bloqué. Je me suis dit, ça c'est un extraterrestre, tout c'est quoi, Seigneur? J'ai comme ça prié pour son argent. Ça c'est quoi? Quelqu'un t'appelle, il te fait un virement de 200 €, après il termine, il te bloque. Moi je dis, elle m'a bloqué parce que je vais l'appeler, ou je vais faire comme maman, bonjour. Bonjour maman, merci. Ton argent arrive à destination. La petite là est rentrée. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. On va parler de notre histoire aujourd'hui, de maman Laura, qui nous a contactés depuis Brest. Merci, maman Laura, pour ton partage. Elle nous dit ceci. Kabibi, je suis congolaise de Kinshasa. Elle est née au Congo, à Kinshasa même.
Merci, maman. Elle dit, dans sa famille, son papa, elle précise, ils sont du Bas-Congo. Bas-Congo, ils sont plusieurs, hein, chez nous, c'est une région. Le Bas-Congo, ce sont des gens assez particuliers parce que je crois qu'au Congo, à moins que je me trompe, hein, ils sont les seuls qui ont le système matriarcat. Le système matriarcat, donc ça veut dire que les enfants sont les enfants de la femme. Donc les enfants de ta sœur sont plus sûrs que ce sont les enfants de votre famille parce que c'est ta sœur qui les a accouchés. Les enfants de ton frère, sa femme peut lui avoir menti, c'est l'enfant du voisin. Donc, chez les Bas-Congo, tu dois plus t'occuper des enfants de ta sœur que tes propres enfants. Bon, après, je ne sais pas si c'est plus que tes propres enfants, mais les enfants de ta sœur comptent. Ils sont comme tes enfants. Hein? C'est vraiment votre famille, c'est votre sang. C'est ça, le matriarcat. Donc, eux, ce sont des Bas-Congo vraiment qui pratiquent ça. Leur papa, vraiment, c'était un vrai. Donc, leur papa, là, notre sœur Laura nous dit qu'elle est née à Kinshasa. On ne sait pas comment son papa a fait pour quitter le Bas-Congo, venir vivre à Kinshasa. Ce n'est pas important, elle est née à Kinshasa. Et à Kinshasa, là, leur papa, à la base, hein, c'était des agriculteurs chez eux. Donc, ses grands-parents, ses tontons, hein, côté paternel, ses oncles, ce sont des gens qui avaient des terrains et tout ça. Dit, vraiment, la famille des papas, ils sont aisés. Eux tous, en général, ils sont aisés. On n'avait pas vraiment des gens qui venaient manger chez nous, non. C'est la famille des mamans et qui était moins aisée que la famille des papas. Donc, cette fille ici, Laura, ils viennent d'une bonne famille. Son papa, ils avaient des terrains au Bas-Congo, mais lui-même, en tant que jeune Congolais quinois, il a construit, il a investi dans l'immobilier. Son papa avait des maisons, des petites maisons. Hein, quand vous entendez maison, ce n'est pas toujours maison à 1 million. Quelqu'un peut avoir des maisons aussi à la cité. C'était ce genre de maisons-là. Mais sinon, le vrai héritage, leur papa avait construit un immeuble à Barumbu. Barumbu, c'est un quartier populaire qui n'est pas très loin du centre-ville, du grand marché. Enfin, à Barumbu, il y a déjà beaucoup d'activités. Donc, Barumbu, c'est bien situé, surtout pour les commerçants. Quand tu construis déjà un immeuble, il peut être résidentiel, et puis il peut avoir des locations en bas, des dépôts et tout ça. Franchement, c'est un bon investissement. Parce que quand c'est un quartier populaire qui est à côté du centre-ville, tu es gagnant. Tu es gagnant. On ne va pas regarder la qualité de l'immeuble, mais c'est seulement l'immeuble. Tu es gagnant. Vous savez que les pays comme ça, là, tout le monde trouve sa part. Donc, ce papa-là, il avait son immeuble là-bas. C'était vraiment ça que eux tous y comptaient comme un bien. Bien sûr que papa avait des maisons à gauche, à droite. Leur papa n'était pas vraiment polygame, hein, que deuxième femme, troisième femme, non. Mais là, papa tournait. Pourquoi il tournait? Parce que chez eux, leur maman a accouché 7 filles. Chez eux, ils ne sont que des filles. Leur maman a accouché 7 filles. Leur papa, dans ses aventures, il a fait 4 enfants. Dans les 4 enfants, il a fait 2 filles. Donc, il est parti dehors pour chercher les garçons. Il a trouvé les filles là-bas. Il a pu avoir 2 garçons. Mais ce sont des enfants qui sont hors mariage. Même si dans notre culture, dans notre tradition, quand ses frères sont au courant, ils savent qu'il y a des garçons. Ça veut dire que quand leur papa était vivant, leur maman savait ça. Elle était très fâchée et révoltée. Elle était contre les enfants de dehors. Donc, ils n'approchaient pas chez eux, mais eux tous, ils savaient que papa avait des enfants dehors. Ils ne les connaissaient pas visuellement, mais ils savaient. Donc, leur maman s'est arrangée pour que ces enfants-là n'aient rien. Rien de rien, c'est son mari. Vous êtes des voleuses de mari. Leur maman s'était arrangée pour ça. Leur maman a tout fait pour que le papa les responsabilise. Alors, Laure qui nous a appelés ici, elle est la 4e de la famille. Elle a sa grande sœur Jeanne, qui est l'aînée. Donc, la maman a fait à sœur Jeanne. Lui a parlé comme sa fille, ma chère de ma chère. Ma fille, écoute, ton papa, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu es obligée de t'en sortir dans la vie, d'être intelligente. Tu es obligée de convaincre papa. Donc, Jeanne ici, c'est un enfant qui a grandi sous pression parce que la maman était trompée, le mari faisait des enfants dehors. Donc, Jeanne était obligée d'aller à l'école. Jeanne était obligée de réussir. Jeanne était obligée de travailler plus que tout le monde. C'était la fille aînée. Après, papa, ça sera toi l'héritière.
C'est comme ça qu'on a formaté Jeanne. Mais tu vois un enfant formaté et un enfant qui grandit tout seul par sa propre intelligence, hein, c'est différent. Parce que l'autre a l'impression qu'il a une obligation. Ce n'est plus naturel. Il n'est plus responsable naturellement. Il est responsable parce qu'on lui a obligé d'être responsable. C'est ça qui s'est passé dans la vie de Jeanne. Jeanne a grandi avec la pression des mamans en oubliant que Jeanne, c'était une jolie fille. Quand elle grandissait, quand elle a eu 17 ans, les garçons, les dérangements ont tellement... C'était trop dans sa vie qu'elle a lâché. Jeanne ne connaissait pas beaucoup de choses. Elle était seulement intelligente à l'école. Donc, le premier copain de Jeanne, David, là aussi, c'était un garçon de bonne famille, hein, de bon quartier. David est sorti avec Jeanne peut-être 3 fois. Jeanne est tombée enceinte. Jeanne est tombée enceinte, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte, elle avait 17 ans. Maman ne pouvait même pas s'imaginer ça. Maman a surpris la grossesse de Jeanne à 4 mois. Déshonneur. Jeanne a déshonoré les parents. Maman ne savait plus quoi faire. Elle a dit que Jeanne va aller à l'école comme ça. Maman mettait la gaine à Jeanne. Papa, comme il était volage, il a appris pour la grossesse de Jeanne à 6 mois. Ça fait les désordres parce que maman elle-même cachait la grossesse de sa fille. Elle a taché le ventre de Jeanne. Tu es parti jouer avec les garçons. Tu vas porter la gaine. Quand papa a su ça, tellement que le ventre poussait, maman elle-même, elle est venue confirmer. Non, l'enfant est enceinte. J'ai essayé d'aller voir là-bas. Papa dit, tu as fait tout ça toute seule. Oh, j'ai fait ça parce que j'ai ri et tout ça. Maman a pleuré. Papa a compris. La chance de Jeanne est qu'elle a quand même, malgré la grossesse, distingué à l'école. Parce que Jeanne, elle était formatée. Elle a distingué à l'école, elle a réussi. Elle devait passer des classes. Elle a accouché pendant les grandes vacances. Maman lui a taché les ventres. Dans la famille, ça fait des scandales. Hey, Jeanne a accouché. L'enfant de télé, elle a accouché. On nous a critiqué par les voisinages, critiqué par les cousins, les gens de la famille, les malédiqués. Sa maman croit quoi, et tout. Hey! On a taché les ventres de Jeanne. Jeanne elle a accouché pendant les grandes vacances. Je crois que quand elle a accouché, il restait 3 semaines pour la reprise d'école. Jeanne a repris l'école 2 semaines après la reprise. Donc, elle a fait comme 1 mois, 1 semaine à la maison. Maman a dit, tu rentres à l'école, va passer le bac. Maman a pris le bébé, là, c'est devenu son bébé. Parce que maman avait ses projets, elle était en colère et stressée que papa l'a trompée, il faisait les enfants dehors. Elle avait peur. Donc, Jeanne rentre à l'école déterminée parce que maman l'a couverte. Jeanne arrive à l'école, elle a tapé ça. Elle était parmi les lauréats de son école pour avoir le bac à 18 ans. Très intelligente, papa quand même, il est apaisé parce que l'enfant a réussi. C'est sa fierté, c'est son aîné. Elle a un enfant que maman garde, s'occupe, elle fait tout. Vous voyez quelqu'un qui supplie le mariage. Ok, nous tous, on a vu comment Jeanne a accouché, comment Jeanne avait déçu papa, mais nous tous, on étudiait. Bon, après, on n'était pas spécialement intelligents ou comment, mais on étudiait. On a grandi. Jeanne, quand elle a eu son bac, maman a dit que tu vas aller à l'université, tu veux faire quoi? Jeanne a dit, elle va faire l'économie. Papa, on a inscrit Jeanne à l'université. Comme elle avait un enfant, maman dit, elle n'ira pas au home. Elle va habiter à la maison. Comme on avait l'argent, les chauffeurs vont l'amener. Elle va aller à l'université de Kinshasa. Comme là-bas, il y a les grands diplômes reconnus dans toute la RDC que si tu as étudié là-bas, tu vas trouver le travail. On ne va pas t'amener dans les privés là pour frimer. Tu vas aller à l'UNIKIN. Tu vas te battre comme ça, tu vas découvrir un peu la souffrance. Parce que là-bas, dans les auditoires, prenons que ils doivent recevoir 500 étudiants et ils inscrivent 1200. Donc, il y a 500 places pour 1200 inscrits. Alors, il y en a qui suivent les cours par la fenêtre. Il y en a qui suivent debout, qui suivent assis par terre dans les passages. Il y en a, donc, vous voyez un peu ce genre d'université-là. C'est pour ça aussi que les gens échouent. Parce que tu commences avec motivation puis tu t'épuises. Si tu n'es pas imposant, que tu as bloqué une place, que ça devient pour toi, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tu viens, tu es assis par terre. Demain, tu es debout. Après demain, tu es à la fenêtre parce que tu arrives en retard, la salle est déjà pleine. Donc, si les cours commencent à 8 h, 5 h du matin, les gens sont déjà assis. Ils dorment. Mais ils ne dorment pas. Pourquoi? Parce qu'à l'université, il y a l'électricité. Donc, quand ils arrivent le matin, là, ils révisent aussi. Il y en a, surtout quand ils habitent au home universitaire, ils viennent à 4 h du matin. Comme ça, ils vont suivre la lumière, le courant.
ils vont lire. Donc, ils vont lire de 4h à 8h. Quand les profs commencent à venir, ils sont déjà assis. Maintenant, vous qui habitez chez vous, il y a aussi les transports à prendre. Donc, quand vous allez arriver, la salle est déjà pleine, tu vas rester dehors. Les professeurs de l'université, là, parfois, ils ont des micros parce qu'ils savent qu'ils connaissent la vérité. Donc, toi, tu vas suivre les cours dehors. Tu ne peux pas poser la question, tu ne peux pas. Ça veut dire que beaucoup de gens abandonnent. Alors, les parents avaient dit, comme nous, on a beaucoup d'argent chez nous, c'est mieux qu'on aille à l'université pour comprendre la vie, pour réaliser que la vie, ce n'est pas un cadeau, le diplôme n'est pas donné. Quand vous voyez les gens n'ont pas étudié, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est parce qu'ils ne sont pas courageux. Parce que pour faire des études comme ça, surtout la première année, c'est pour ça que la première année, là, il y a le tamis, les gens vont tomber, vont abandonner, vont fuir. Donc, quand vous allez passer sur les 1200, après, vous allez passer à 800 ou 700. Donc, avant que vous finissiez, vous allez finir peut-être à 400. C'est comme ça à l'université de Kinshasa. On l'a inscrite là-bas, exprès. Donc, papa a dit, on va commencer à l'amener à l'université. 6h15, il démarre, on part avec elle. Donc, elle arrivait à entrer, à faire les études. Quand elle arrive là-bas, elle part tomber sur un garçon, Géry. Elle tombe sur Géry, c'est un étudiant. Il commence à s'aimer. Une fille qui a déjà accouché, c'est une fille qui connaît les garçons. Donc, elle aime Géry, elle est l'enfant d'un riche, et tout ça. Ils sortent avec Géry en cachette là. On ne sait pas à quelle heure ils sortaient, parce que Jeanne, on l'a déposée, mais elle rentrait en transport. Bon, c'était aussi pour qu'elle apprenne à se débrouiller, courir après les bus, parce que quand l'université termine, il n'y a pas de bus, hein? Il n'y en a pas assez. Donc, les gens courent derrière les petits mini-bus là, vous voyez, le gouvernement n'a pas organisé les transports, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, il n'y a rien. C'est chacun pour sa gueule. Donc, les petits taxis particuliers, quand ils viennent, vous sautez dedans. Si tu ne sais pas calculer, plonger. Tu vas faire 2 heures là-bas à l'arrêt des bus. Donc, Jeanne, on lui a imposé ça pour qu'elle apprenne à se débrouiller dans la vie. Tout ça, ça faisait partie de l'éducation. Parce que papa, il ne venait pas d'une famille riche. Ils avaient des plantations, mais ils connaissaient la vie. Ils voulaient que, comme c'est elle l'héritière, que Jeanne soit formée. Jeanne a appris tout ça. Elle sortait avec Géry. La première année, ça s'est bien passé. Elle est montée. La deuxième année, Jeanne est tombée enceinte. Donc, Jeanne, hein, Kabibi, elle est très intelligente à l'école. Mais Jeanne, elle faisait la vie plus que nous tous. C'est là qu'on ne comprend pas comment elle n'était pas aussi intelligente côté la vie. Parce qu'à l'université, là, il y a les gens de la médecine et tout ça, les gens les a mis dans toutes les facultés. Les filles, quand même, qui sont à l'université, parlent beaucoup. Ce ne sont pas des filles qui sont à l'école primaire. Donc, elles discutent, elles savent calculer les dates. Parce qu'en Afrique, on calcule les dates. Hein. Les choses des pilules et de tout ça, là, c'est en Europe. Les filles en Afrique, elles ne prennent pas les pilules parce qu'elles pensent que si tu prends la pilule, le jour que tu vas arrêter, tu ne vas pas tomber enceinte. Ça va rester agir dans ton corps, ça va faire fuir la grossesse. Donc, les Africaines, même quand elles sont au courant qu'elles peuvent prendre la pilule ou quoi que ce soit, elles ne le font pas parce qu'elles savent que ça va faire fuir tes accouchements. Donc, elles préfèrent calculer 14 jours divisé par 2, 3, 4, 5, ça dépend de ton cycle. Les gens font ça. Ça veut dire que Jeanne, elle était avisée. Et puis, c'était une maman. Chez nous, tous, c'est elle qui avait l'enfant. Mais Jeanne est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, Jeanne est dépassée. Ça ne sert à rien d'avorter parce que tu as déjà accouché. Jeanne elle-même vient dire à maman qu'elle est enceinte. Maman, elle a enlevé les habits. Jeanne, qu'est-ce que tu m'as fait? Jeanne, tu vas arrêter l'université? Oh non, maman, je ne vais pas arrêter l'université. Je suis enceinte de Géry, patati patati. Géry, c'est qu'il est étudiant, il est en première licence, il reste 2 ans avec l'année de stage et tout ça, tout ça. Géry va m'épouser. Ah! Géry, c'est le fiancé qui t'a engrossé sans... Maman était déçue, mais il n'y avait pas le choix. Ils ont fait leur même jeu, ils ont caché la grossesse jusqu'à 6-7 mois. Papa, quand il vient apprendre, Jeanne doit accoucher dans 2 mois. Comme papa n'est jamais là, Jeanne aussi elle est étudiante. Quand elle rentre, système de derrière la porte, derrière, comme si vous voyez un peu. Jeanne, papa a appris parce que l'enfant allait arriver, maman devait lui dire. Papa était très fâché. Très, très fâché. Ok? Jeanne a accouché du 2e enfant. Ma soeur a eu 2 enfants à la maison. Quand elle termine, Géry termine les études, ils ont continué leur relation. Géry, quand Jeanne a accouché, il a commencé à venir la fréquenter. C'est le premier là qui avait abandonné l'enfant. Géry venait à la maison et tout et tout. Quand il a fini les études, il est venu doter Jeanne. Ça veut dire qu'il a accepté la grossesse et il a accepté la femme. Donc, Jeanne, elle était à l'université. Géry avait fini, mais c'était son fiancé officiel. Papa était apaisé. Donc, c'était l'enfant de quelqu'un qui va l'épouser. Bon, c'était propre. On a accepté. Jeanne s'est mariée coutumièrement.
Mais Géry ne l'a pas récupéré parce qu'il habitait chez eux, il n'avait pas vraiment un bon boulot, il commençait la vie. Elle est restée chez nous. Papa dit, elle va partir le jour qu'on va l'épouser, mariage civil hein, et religieux, comme ça se passe. OK. Donc, quand ça se passe là comme ça, Jeanne, elle commence à faire grandir les 2 enfants chez nous. À cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on vient découvrir aussi la famille de Géry. Géry, il a son petit frère Jules. Jules, là, lui, n'est pas à l'université, mais c'est un garçon de la ville. Garçon branché, garçon qui connaît tout le monde. Parce que nous sommes devenus belle famille. On connaît Gilles, Gilles vient à la maison. Gilles même, il venait plus que Géry parce que Géry travaillait. Gilles est devenu la personne de ma grande sœur. Gilles vient à la maison, il vient, il anime maman, tout le monde. Même papa le connaissait que c'est un petit aventurier. Papa, quand il avait besoin de petites choses bizarres, là, il posait même la question à Gilles. Gilles, vraiment, il faisait partie de notre famille. Elle est devenue plus approchée que son frère. Tout s'est très bien passé, on s'entendait super bien, nous tous on a grandi, moi j'ai fini aussi, et tout ça. À cette période-là, papa est décédé. Papa est décédé avant que Jeanne se marie officiellement. Quand papa décède, Jeanne elle est en terminale, c'est sa dernière année à l'université. Donc elle a raté cette année-là parce que c'était trop chaud, c'était vraiment chaud sur nous. Jeanne elle devait reprendre. Ça veut dire que Jeanne reste épousée par Géry coutumièrement, mais ils ne sont pas mariés à la mairie. Papa décède, c'est Jeanne qui hérite de tout parce qu'elle est l'aînée. Donc, hériter peut-être de tout, c'est trop dire, mais c'est elle la responsable de l'héritage. C'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, Jeanne est la responsable de tout ce que papa a laissé et tout. Elle prend conscience. Papa l'avait formée. Tu vois qu'elle était à l'université, elle était intelligente. À part ses accouchements-là, elle était correcte. Donc, elle est un peu responsable. Maman, elle est un peu en retrait. La famille de papa n'a pas trop dérangé parce qu'ils sont riches. Bon, les petits oncles sorciers là qui sont là-bas au Bas-Congo, on leur avait donné quelque chose. Mais sinon, la famille de papa, elle est bien riche à Kinshasa. Nous, chez nous, ça va. Nos cousins, nos cousines ont l'argent. Donc, Jeanne hérite de tout ça. On connaissait tous nos terrains au Bas-Congo. On commence la vie. Jeanne, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle a son diplôme universitaire, donc l'année d'après le décès de papa, Jules a ramené un business pour dire qu'ils peuvent partir en Europe. Pourquoi l'Europe, on ne sait pas, et ils ont fait des études, donc ils devaient travailler au Congo-Kinshasa. Jules ramène ce business-là, il se dit ça entre eux trois, qu'ils veulent partir en Europe. Donc Jeanne et son fiancé Géry et Jules. Jeanne dit qu'elle a 2 enfants. Donc son premier enfant avec David et l'enfant avec Géry. Maintenant, il faut beaucoup d'argent. Jeanne fait quoi? Tu sais que Jeanne a pris l'immeuble de papa. Elle a vendu. À l'insu de maman. Maman vivante dans la maison. Comme ils sont malins là, comme maman lui avait donné toute sa confiance, Jeanne était le repos de maman. Comme maman n'était pas éduquée, Jeanne avait les diplômes universitaires en économie. C'était la fille de son père, à qui on avait fait confiance. Tous les documents, tout. Comme maman était en lutte un peu avec la famille, elle voulait que, hey, moi aussi j'ai l'enfant, nous a présenté tous les 7 là. Donc Jeanne, c'était confiance absolue. Jeanne a vendu l'immeuble de papa. Elle a vendu ça. Elle a pris une partie d'argent. Ils ont fait les démarches avec la connexion des Jules. Ils sont montés et 5. Géry, son mari, Jules, son frère, Jeanne et ses 2 enfants. Ils sont partis en France. Un matin, Jeanne est partie sans dire au revoir à personne. Seulement comme elle sort comme ça, oh, je sors avec les enfants, on va partir, c'est où là-bas? Elle est partie jusqu'en Europe. Quand elle arrive en Europe, c'est le dégât, le scandale, parce que nous, on ne sait pas qu'elle a vendu l'immeuble. On pense qu'elle est partie en Europe. Maman étonnée, Jeanne, c'est quoi? Pourquoi tu es partie comme ça? Et tout. Oh maman, je vais t'expliquer. Oh maman, n'enflamme pas la situation. Comme c'est là, les enfants de l'oncle, tu sais que nous sommes à Congo. J'ai décidé que les enfants de l'oncle, les aînés des 2 oncles différents, doivent me rejoindre. Elle dit, mais ils vont te rejoindre, pourquoi? Pourquoi toi tu peux décider sur leur vie et ils étudient? Tu as parlé avec leurs parents? Est-ce que leurs parents sont pauvres?
Leurs parents peuvent les amener en Europe et tout ça. Oh non, maman, j'ai seulement décidé que, tu vois comment je suis venue, tu connais la tradition, il faut que les enfants de l'oncle, patati patata, elle décide que les enfants de l'oncle doivent venir. Elle appelle l'oncle, elle s'excuse, je suis en Europe et tout et tout. Bon, maman aussi la couvre beaucoup. Maman ne va pas faire les choses comme si Jeanne a fui. Maman fait les choses comme si Jeanne est partie dans la voie normale. Donc maintenant, Jeanne doit faire venir 2 personnes de la famille de papa. Les enfants qu'elle a choisis là, leurs parents avaient l'argent. Donc l'oncle dit que non, ça ne sert à rien. Mieux vaut prendre les enfants qui sont au village ou des enfants de qui là. C'est les oncles qui ont choisi les enfants qui devaient aller en Europe. C'est comme ça que Jeanne et qui ça? Et les oncles se conviennent que les enfants là viendront en Europe. Jeanne commence les démarches. Alors que Jeanne a l'argent de l'immeuble. Maman lui demande, l'argent de l'immeuble là, c'est comment? Tu as vendu, j'étais couvert. Tu as vendu, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Oh maman, en Europe, il y a des opportunités. En fait, je lui avais expliqué qu'il y avait moyen d'acheter en Europe. Il y avait moyen d'acheter en Europe, mieux vaut investir en Europe, ça aura plus de valeur que garder l'immeuble là au Congo, le quartier en train de se détériorer, regarde la route, il y a les érosions, non pas les érosions, les inondations et tout et tout. Avec le temps, l'immeuble va perdre de valeur. J'en ai fait des études. Bien sûr que maman a confiance en elle, maman la croit. Elle dit que non maman, j'ai l'argent là, ne t'inquiète pas, j'ai bloqué ça. Comme je suis venue ici en France, j'ai déclaré que moi, j'ai vendu un immeuble et elle a expliqué sa procédure à maman. Son argent a été déclaré en France. Elle est venue comme quelqu'un qui veut acheter un immeuble, enfin, acheter un bien immobilier en France. Donc, ça allait la favoriser pour ses papiers. Jeanne a fait ses démarches en tant qu'une fille instruite intellectuelle. Jeanne, en fait, elle a pu prouver en France qu'elle a vendu l'immeuble de son papa, qu'elle était l'héritière, et qu'elle avait de l'argent qu'elle pouvait virer du Congo en Europe parce que l'argent les avait posé dans un compte au Congo pour acheter un bien immobilier. C'était pour Jeanne. Ce n'était pas pour Géry. Ça veut dire que Jeanne et Géry ne sont pas mariés sur les papiers. Donc, la maison que Jeanne allait acheter, c'est pour elle toute seule. Donc, c'est à partir de ça que ça a favorisé que Jeanne a été régularisée. Jeanne a eu les papiers en France. On lui a permis d'acheter son bien immobilier parce que c'est quelqu'un qui est venu d'Afrique avec de l'argent. Elle n'est pas venue seulement pour s'asseoir ici comme ça, demander la CAF. Non, elle a un avantage. On a vu que c'est quelqu'un d'intéressant. C'est comme ça que Jeanne elle présente la chose, plus sa demande d'asile compliquée. Bref, elle a eu son droit de résider en France. Jeanne, maintenant, elle est conseillée par les gens de la banque, les gens des patatés, les gens des patatas. Après ce qu'elle avait, elle a jugé bon d'acheter un bien à Perpignan. Pourquoi Perpignan? Parce que quand ils sont arrivés en Europe et que Géry a compris que Jeanne avait les papiers toute seule, que lui n'était pas dedans, Géry, ça l'a révolté. Géry s'est senti mis à côté. Parce qu'il ne pouvait pas venir se marier ici en France. Jeanne elle-même n'avait pas de papiers, mais elle attendait les papiers. Donc Géry a fait quoi? Il a commencé à tromper Jeanne. Il a commencé à suivre les filles d'Europe qui avaient des papiers. Quand Jeanne a vu ça, elle s'est sentie en insécurité avec Géry. Comme elle a fait des études, elle était formée par papa. Donc, Jeanne a suivi les conseils de son banquier et tout ça. Tu vois, quand tu as l'argent en France, les gens t'encadrent. Elle a suivi les conseils. L'argent qu'elle avait, elle a décidé de ne pas acheter à Paris. Parce que si elle est à Paris, elle peut être influencée par Géry. Elle a décidé d'acheter à Perpignan. Jeanne a acheté une maison à Perpignan. On va dire que pendant toute cette période-là, on va dire que la maison était 200 000, Jeanne a payé comme 180 000. Il ne restait que 20 000. Il ne restait pas beaucoup d'argent. Il ne restait que 20 000. Donc, les banques, bien sûr, que, oh là là, tu as les papiers, tu vas travailler, tu veux faire quoi? Oh, moi, je vais faire tel travail, c'est ménage, c'est quoi? Ménage qu'on calcule sur 20 000 là qui te reste, tu vas payer 300 €, 400 € et tout ça. Donc, il n'y avait pas de soucis. Donc, elle avait presque acheté la maison cash. On lui a donné les papiers, Jeanne a acheté la maison à Perpignan, elle a mis les locataires, ils ont calculé avec la banque et tout, elle habitait à Paris avec Géry. Quand Géry a appris ça, qu'elle a acheté la maison elle-même, c'est quand il a compris que toi, tu ne m'as pas mis dans tes papiers, tu t'en fous de moi, je suis le papa de ton enfant et tout ça, tu m'as abandonné en France et tout. Géry et Jeanne sont chauffés, ils se sont séparés à Paris. Quand ils se séparent à Paris, Jeanne décide d'aller vivre à Perpignan parce que sa maison est là. Pourquoi Perpignan déjà? Géry là,
il lui avait présenté une fille à Midas. Il avait présenté une fille Midas. Midas, soi-disant, c'est la cousine de Géry. Mais je ne pense pas. Ce sont les gens qui se connaissent depuis Kinshasa, qui se connaissent très bien les familles. Midas était mariée à un blanc qui s'appelait Serge. Donc, quand elle était arrivée en France avec Géry, ils étaient allés à Perpignan. Midas les avait reçus et tout ça. Elle était impressionnée. Midas et Serge, ils habitaient en maison. Hein. Je ne sais pas s'ils avaient acheté ou quoi, mais ils habitaient en maison en Perpignan. En tout cas, elle était impressionnée. Elle avait aimé Perpignan. C'est pour ça que quand elle est partie parler avec les banquiers, elle a parlé de Perpignan parce qu'elle causait bien avec Midas. Midas lui avait montré les points positifs de Perpignan. Ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça. Donc, Jeanne avait fait son choix de Perpignan. Elle savait que j'ai quelqu'un qui peut commencer à aller regarder mon bien immobilier pendant que moi, je suis à Paris. Quand elle reste à Paris, ça se passe mal. Elle décide carrément d'aller vivre à Perpignan. Donc, quand elle arrive à Perpignan, sa personne de confiance, c'est Midas. Elle arrive. Midas avait 2 enfants avec Serge. 2 enfants métis. Jeanne commence à louer un appartement parce que la maison, elle préfère qu'elle reste en location. Ça permet de rembourser les petits crédits qu'il y a. Et elle, son argent qu'elle travaille, c'est pour elle manger. Parce qu'elle part habiter dans la maison, là, elle doit rembourser les crédits et manger. Ça ne va pas suffire. Donc, Jeanne vit comme ça avec ses 2 enfants. Quand elle vit là, elle rencontre aussi l'amour dans... Midas lui a montré, non, comment trouver un Français, il laisse les choses des Congolais, c'est mon cousin Géry, mais il n'est pas sérieux, et tout, regarde comment il a fait, regarde. Donc, elle, Jeanne, finalement, elle vient tomber sur un blanc, un Français qui s'appelle Pierrick. Pierrick, là, c'est un homme divorcé d'une Française. Il a 2 enfants. Quand elle rencontre Pierrick, il a déjà peut-être 54 ans. Il est âgé. Elle, Jeanne, elle a peut-être les 31 ans, 32 ans. Vous comprenez qu'elle a fini les études il n'y a pas longtemps. Donc, Pierrick et Jeanne, il y a un grand décalage. Pierrick, dans sa vie, la maison qu'il avait achetée avec sa femme française, ils avaient vendu quand ils se sont séparés. Prenons que la maison était 200 000, chacun avait pris 100 000, 100 000. Pierrick, par rapport à son âge, les 100 000 là ne suffisaient pas pour acheter une autre maison. Par rapport à son âge, il n'était plus crédible. Donc, parce qu'en France, il faut savoir que, je crois que c'est 50 ans. En tout cas, quand tu as 50 ans, tu ne peux plus aller prendre un crédit maison de 20 ans ou 20 ans. Combien les gens payent 20 ans des crédits? Tu ne peux plus parce que tu auras 70 ans. Malgré qu'on nous a rajouté que vous allez travailler plus d'années, je crois le plus vieux, c'est 67 ans que tu peux aller au travail. Ce n'est plus 62 ans. Donc, c'est 67 ans. En sachant qu'à cette époque-là, je crois que c'était 62 ans. Donc, lui, Pierrick, quand ils avaient vendu la maison avec sa femme, il ne pouvait plus aller prendre un crédit de 20 ans. Bon, maintenant, si tu veux quand même prendre un crédit, il faut que tu aies un apport costaud. Costaud comme l'apport des Jeanne, ça veut dire que ta maison coûte 200 000. Si tu as 150 000, bien sûr qu'on va te donner le crédit. Si tu as 100 000, on peut te donner quand même un crédit. Parce qu'on va calculer que non, les autres 100 000 qui restent, en combien d'années tu peux les rembourser si tu tombes sur une bonne banque qui a la bonne volonté de t'aider. C'est encore possible, mais par rapport à l'apport. Quand on dit que tu ne peux plus prendre un crédit, c'est parce que les gens prennent les crédits qu'avec l'argent pour payer les notaires. Hein? Tu as juste l'argent des notaires, un peu d'argent, tu as 15 000 €, tu peux pas prendre une maison de 200 000. C'est ça, ce genre de crédit-là qu'on dit, à partir de 50 ans, on ne peut plus te donner parce que le nombre d'années ne correspondent plus en sachant que tu peux tomber malade, tu peux avoir des accidents, des arrêts maladie et tout et tout. On ne peut pas te faire confiance comme ça, on te donne une maison, c'est que tu ne vas pas finir de payer. Tu n'es plus en condition. Donc, il faut acheter une maison quand tu es jeune. C'est pour ça que les jeunes achètent les maisons. Ils ont des maisons. Après, ça prend de la plus-value. Ils vendent, ils rajoutent de l'argent, ils montent en crédit. Tu avais commencé avec une maison de 100 000. À la fin de ta vie, tu as une maison de 500 000 parce que tu achètes et tu vends, tu achètes et tu vends, tu achètes et tu vends. Tu es en train de monter. C'est comme ça. Donc, lui, Pierrick, il n'avait pas l'argent pour acheter la maison. Ça veut dire que c'est 100 000, il a fait quoi? Il a mis dans son compte, déception d'amour. Il a commencé à manger, il a commencé à boire, il a commencé à vivre sa vie. D'ailleurs, la vie, c'est de la merde. Tu dois payer les pensions. La femme est partie avec les enfants. Vous voyez un peu les femmes blanches quand elles divorcent, elles rigolent, plus l'amitié est finie. L'amour est fini, c'est sans pitié.
Donc, Pierrick, il a commencé à bouffer son argent jusqu'à ce qu'il tombe sur Jeanne. Quand il tombe sur Jeanne, il a déjà divorcé, ça fait 4 ans. Il tombe sur Jeanne. Jeanne, elle a ses 2 enfants noirs. Lui, il a ses 2 enfants blancs qui vivent avec sa femme. Ils se conviennent qu'ils s'aiment. Ils se conviennent qu'ils vont s'installer. Jeanne a l'appartement. Pierrick aussi a l'appartement. Après une relation peut-être de 8 mois, 9 mois, Pierrick dit à Jeanne, pourquoi tu ne déloges pas tes gens là? Toi, tu es à la maison. Nous, on part habiter là-bas. Parce que toi, tu travailles. Moi aussi, je travaille. Le fait que moi, je viendrai habiter chez toi, ça veut dire que, prenons un exemple, si tu as un revenu de 1500, moi, j'ai un revenu de 2000. Ça veut dire qu'on a 3500. Le remboursement de ta maison, c'est 800. Parce qu'à ces jours, toi, là où tu es, tu payes peut-être 400 €. Moi, là où je suis, je paye 700. Ça veut dire qu'on a déjà des loyers qu'on débloque. Si on prend 700 plus 400, ça fait 1100. Oh, ton remboursement, c'est 800. C'est mieux que nous-mêmes, on part habiter là-bas. On va payer. Tu ne vois pas, parce qu'on s'aime trop. Jeanne, elle a fait des études. Elle comprend que oui, effectivement, moi, je paye quand même. Lui aussi paye. C'est mieux qu'on prenne. Elle a délogé les locataires qui faisaient rembourser sa maison. Donc, Jeanne et Pierrick partent habiter dans la maison de Jeanne. Quand ils arrivent, la maison est waouh. Pierrick, il a un peu d'argent, non? Il dit à Jeanne, il veut faire les travaux. Jeanne n'est pas bête. Jeanne lui dit, Pierrick, cette maison, c'est ma maison avec mes enfants. Si tu veux faire des travaux, il faut qu'on déclare, tu vas faire des travaux de combien pour qu'on note. Comme ça, demain, si ça gâte sur nous, je vais prendre ton argent de travaux, je te rembourse parce que c'est ma maison. Pierrick comprend que Jeanne n'est pas bête. Pierrick débourse peut-être 10 000, il fait des travaux, quoi. Ils ont signé les papiers que Pierrick a dépensé 10 000 € pour les travaux de Jeanne. Il continue la vie. Pendant cette période-là, Jeanne a fait déjà monter 2 enfants de notre famille paternelle et maintenant, elle décide de me faire monter moi et ma soeur. Donc, la 3e et moi la 4e. Elle veut nous faire monter en Europe. Donc, Jeanne a d'autres occupations. Pierrick, il fait quoi? Il demande à Jeanne en mariage. Il veut l'épouser, il est amoureux. Jeanne, bien sûr qu'elle aime Pierrick, elle est habituée. Elle a son amie Mida, la cousine soi-disant de Géry, le papa de son dernier enfant. Avec qui elle vit à Perpignan, elles s'entendent bien et tout ça. Mida, à cette période-là, elle divorce. Enfin, Mida n'était pas mariée. Mida était en couple. Mida était en couple avec Serge, avec qui elle avait 2 enfants. N'était pas mariée. Mida et Serge, ça chauffe. Il met Mida dehors. Mida devient femme seule à Perpignan. Serge lui verse les pensions. Mais elles sont bonnes copines, belles sœurs, on va appeler comme ça. Maintenant, Jeanne, elle, Pierrick lui demande en mariage. Jeanne accepte. Jeanne nous fait monter. Moi, j'étais au mariage de Jeanne avec Pierrick. Donc, notre sœur ici, Laura, quand elle est arrivée, c'est quand sa grande sœur s'est mariée. Ils sont partis au mariage de Jeanne et tout. Ça s'est bien passé, belle fête. Pourquoi on parle de cette histoire? Jeanne, avant de se marier, Pierrick lui a dit, le papa de ton enfant est né, David, le papa de ton premier enfant, et Géry, le deuxième, ce sont des papas qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Je vis avec toi, je vois que tu t'occupes des enfants tout seul. Moi, je veux que, quand je t'épouse ici, que j'adopte tes enfants. Comprenez? Que j'adopte. Jeanne est une Congolaise. Elle est heureuse de savoir que son mari français veut adopter ses enfants. Bien sûr qu'elle dit oui. Surtout le premier là, David, même il est porté disparu. Elle accepte. Ils partent chez les notaires. Adoption, ça veut dire quoi? Dans leur contrat d'adoption là qu'ils sont partis signer, l'adoption, déjà ça s'est fait, il faut aller au tribunal et tout ça, hein? Bref. Dans les papiers d'adoption, hein, parce que quand ils se sont mariés, Jeanne savait qu'on devait adopter ses enfants. Leur contrat de mariage disait quoi? On ne sait pas si elle était au courant ou pas. Le contrat de mariage de Jeanne disait que le fait que Pierrick adopte les 2 enfants de Jeanne, donc ça devient ses enfants. Ça veut dire que l'héritage des 2 enfants de Pierrick, les enfants blancs,
Et les enfants des Jeanne, c'est à égalité. Parce que quand tu adoptes les enfants, tu ne peux pas rétracter. Déjà, en France, hein, si vous ne savez pas, il faut apprendre. Quand tu adoptes les enfants de quelqu'un, aujourd'hui, l'année prochaine, tu ne peux pas dire que je ne veux plus, hein, j'ai changé d'avis. Non. Tu as adopté, c'est devenu tes enfants. Si tu te sépares des Jeanne, tu as le droit à garde partagée. Si tu te sépares d'elle, tu dois payer la pension alimentaire. C'est ça l'arrangement. Mais le piège, c'est quoi? Quand vous faites adoption, ça veut dire, Jeanne, comme elle a la maison, Pierrick est devenu le papa de ses enfants. Ça veut dire que la maison de Jeanne est à moitié la maison de Pierrick. Parce que c'est le papa des enfants. Vous avez compris, capté là-bas? Jeanne a regardé que mes enfants, déjà, c'est déjà des enfants français. Si on se sépare, ils vont me payer la pension alimentaire. Ça sera garde partagée, ça peut m'alléger. Mais elle a oublié que quand il est papa des enfants, la maison aussi devient sa maison. Dans quel sens? Et que déjà, elle ne peut plus vendre cette maison-là sans l'avis de Pierrick. Un peu plus. Parce qu'ils sont mariés, ils ont signé le contrat. Si Jeanne décide de vendre la maison que Pierrick dit non, elle ne va pas vendre. Des deux, si Jeanne décède, Pierrick a droit à 50% sur la maison. Après, il y a les enfants. Pierrick est chez lui jusqu'à sa mort. Les enfants de Jeanne peuvent grandir et partir, mais Pierrick a le droit d'habiter là-bas. Les enfants de Jeanne ne peuvent pas décider un matin qu'ils vendent la maison comme ça, sans l'accord de Pierrick. S'ils décident de vendre, ils doivent se mettre d'accord. Soit Pierrick leur rend la moitié de l'argent, s'il veut rester là-bas, soit ils vendent, ils partagent moitié-moitié. Je suis sûre que chez un notaire, on explique tout ça. Mais comme Jeanne avait 32-33 ans et que Pierrick, lui, il était vieux, dans sa tête, c'est Pierrick qui va mourir le premier. L'avantage est à elle. Elle va prendre la retraite de Pierrick, elle a travaillé toute sa vie. Elle est Madame Pierrick, qui part au mariage en pensant qu'il va mourir le premier. Donc, Pierrick est plus vieux, Pierrick est dans son pays, Pierrick il a une famille, Pierrick aussi va hériter de sa famille, même si sa maison à lui, il a vendu avec sa femme. Mais il a une famille, il a des parents. Vous savez que tous les Français ici, la plupart du temps, leurs parents ont des maisons, même en campagne ou quoi. Même si c'est 30 000 euros, 50 000 euros, c'est la maison. Pierrick, il avait 2 ou 3 frères, ils étaient aussi héritiers et tout. Donc, Pierrick, c'est lui personnellement qui n'avait plus l'argent parce qu'il a vendu sa maison avec sa femme, ils se sont partagés. Mais il venait d'une famille bien. Donc, Jeanne n'a pas vu de problème. Elle a signé ce contrat-là. Quand Jeanne signe ce contrat-là, il se marie. On va au mariage, on fait la fête. Quand on rentre, nous sommes déjà venus en Europe. C'est maintenant à cette période-là qu'en Afrique, la famille de papa a appris que Jeanne avait vendu l'immeuble. Quand ils ont appris ça, ils sont indignés. Ils font la réunion avec maman. Vous demandez qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille. Maman commence à barboter. Oh non, on avait eu des problèmes, on a vendu l'immeuble pour envoyer les enfants en Europe. C'est pour ça que Jeanne avait fait monter les 2 premiers, après ses petits frères. Il dit, mais non, ça c'est les biens de notre frère. Tu ne peux pas les dilapider comme ça. Donc, dans les mains de notre frère, il reste quoi? Parce qu'en sachant que quand il était décédé, il y a 2-3 maisons de papa qu'on avait données dans sa famille déjà pour calmer les jeux. Tu vois, les maisons d'habitation, c'était donné. C'est les plantations qui restaient là-bas, mais les plantations que même papa ne s'en occupait pas. Au Bas-Congo, là, ça, quelle valeur? Tu peux acheter des hectares et des hectares à 4 000 euros. Donc, c'était des choses que papa ne s'occupait pas de ça. Ça a commencé les problèmes dans la famille. La famille de papa s'est fâchée. Ils ont dit que maman, quand ils avaient vendu l'immeuble là, elle devait donner quelque chose. C'était l'héritage des enfants. Ce n'était pas héritage à vendre. Déjà, on a vendu, on ne leur a pas dit. Ça a commencé les complications. Maman ne peut pas dire que Jeanne achetait la maison en Europe. Maman, elle a dit, elle a fait monter ses petits frères. Ils ont calculé. Ils ont dit, donc, tout l'argent là, Jeanne a fait monter 4 personnes en Europe. L'argent est parti où? On veut notre part. La part là viendra où, Kabibi? Il n'y a pas la part. Ils ont commencé à compliquer maman. Maman a appelé Jeanne. Jeanne, ici, ça a chauffé. La maison, Jeanne a dit, maman, ça ne va pas ta tête ou quoi? La maison que j'ai achetée ici,
C'est ma maison. C'est la maison de notre famille. J'ai fait monter mes petites sœurs. Jeanne a fait le testament que moi, enfin, dans les deux qui étaient montés, qu'ils ont choisi qu'elle, Jeanne ici, pardon, Laura, c'est, si Jeanne décède, elle sera la tutrice de ses enfants. Pas son mari blanc Pierrick, mais Laura. Si Laura est décédée, son autre sœur Arlie sera la tutrice de ses enfants. Ça veut dire que la maison leur revient. Bon, après, ils sont là-bas. Ce n'est pas dans les plans que Jeanne va mourir. Donc, elle avait quand même préparé tout ça parce que Jeanne était instruite. Elle était universitaire. Donc, Jeanne explique très bien à maman que l'argent, ce n'est pas possible. À moins que j'aille prendre un crédit à la banque, il faut qu'on soit sûr du montant qu'ils réclament. Comme ça, moi, je vais m'endetter ici. Je t'envoie l'argent, tu leur donnes. Ah, Bibi, tu connais les Bakongo. Ils n'ont même pas laissé un an à ma sœur. Ma sœur, elle est tombée dans son jardin, elle est morte. Tu vois ce qu'on entend que, pam, on t'a envoyé un truc d'Afrique, pam, pam. Ma sœur, elle a eu ça, à Perpignan. Ma sœur était dans le jardin, dans la maison, pam, ma sœur est tombée, le sang est sorti, ma sœur, elle est morte. Jeanne est morte. Quand Jeanne meurt là-bas, nous, on habite à Paris avec ma petite sœur, on vient d'arriver il n'y a même pas 2 ans. Jeanne vient de se marier il n'y a même pas 1 an. C'était le dégât, le scandale. Le deuil. On est venu à Perpignan, on a pleuré à Jeanne, on a pleuré et tout ça. Maman a dit, renvoie-moi mon enfant. Tu vois un peu, tu viens d'arriver en Europe, tu n'as pas les papiers, mais vous devez évacuer un corps. Heureusement que Pierrick était là. Pierrick a fait toutes les démarches, c'était le veuf et tout ça. Mais il a dit, il n'ira pas au Congo parce qu'il a eu peur. Il n'ira pas au Congo. On a envoyé les corps de Jeanne. Nous, on n'avait pas les papiers, on n'est pas parti. On a fait les deuils ici à Paris et tout et tout. Les deuils est terminé. On était à Perpignan, pardon. Quand les deuils est terminé, on commence à nous expliquer des choses des titères, des choses de comme ci, des choses de comme ça. Je ne comprenais rien. Maintenant, le problème est que moi, à cette période-là, elle venait de rencontrer son mari, François, qui habite à Brest. Son gars, là, elle avait rencontré aussi sur des rencontres et tout ça. Ils s'est fréquenté, elle était à Paris, lui était à Brest. Donc, elle avait ses projets. Elle se retrouve tutrice des enfants. Sa sœur, avec qui elles étaient venues, Arlie, elle était déjà enceinte d'un Congolais à Paris. Elle ne pouvait pas sacrifier sa vie aussi, son enfant, ses papiers et tout ça, venir habiter à Perpignan pour rester avec les enfants des jeunes. Parce que le tuteur, là, avait le droit d'habiter dans la maison des jeunes, d'après leur contrat qu'ils avaient signé. Ça veut dire que toutes les deux ne sont pas disponibles. Bon, quand ils sont partis, ils ont compris les dossiers. Pierrick avait le droit de rester dans la maison. Pierrick lui-même, il s'est proposé, il a dit, écoutez, moi, je n'ai pas de problème. J'avais aimé Jeanne et ses enfants. Ça ne me dérange pas, les enfants ici, ils ne me dérangent pas. Je peux rester avec eux. Vous pouvez venir de temps en temps, venir passer des week-ends et tout ça. Il n'y a pas de souci. Ce sont vos enfants, vous pouvez les faire monter à Paris. Toi, si tu pars à Brest, tu peux me prendre les enfants. On s'entend à l'amiable. Pas de casse-tête si ça vous dérange trop. Perpignan, c'est loin. Ce n'est pas tout le monde qui aime vivre à Perpignan. Ils se sont convenus à l'amiable parce qu'ils avaient compris que Pierrick était à moitié propriétaire de cette maison-là. Il ne pouvait pas le chasser. Et même s'il n'était pas propriétaire, il devait habiter 1 an avant de partir de la maison. Donc, ils se conviennent, ils s'entendaient bien à la base. Et ils rentrent chacun dans leur coin. Voilà, ils commencent à faire des tours. Au début, là, vous faites beaucoup de tours, vous allez regarder les enfants. Mais en sachant que les enfants, là aussi, ne sont pas bébés de 2 ans. Les enfants déjà n'étaient pas petits. Il y avait un qui avait 11 ans, il y avait un qui avait 9 ans. En tout cas, ces enfants avaient déjà grandi. C'est des enfants qui savent parler. Au téléphone, ils peuvent te dire que maman, tonton a fait ci, tonton Pierrick ou papa Pierrick nous a tapé ou nous a insulté, tout ça. C'est des enfants qui parlent, c'est des enfants qui grandissent en France. Donc, ils peuvent vous dire s'il y a un problème. Donc, ils partent comme ça, les enfants restent avec Pierrick. À la grande surprise de tout le monde, Mida, la fille que Jeanne avait suivie à Perpignan, la cousine de Géry, le papa de son enfant, commence à sortir avec Pierrick. Pierrick est veuf. Il est resté seul dans la maison. Jeanne n'est plus là. Mida connaît les enfants. Mida commence à venir. Je viens laver la vaisselle. Je viens cuisiner pour les enfants. Je viens. On la connaissait. C'était l'amie de Jeanne. On a appris seulement que Mida a commencé à sortir avec Pierrick. C'est les enfants qui nous ont dit, oh, Tata Mida avait dormi ici. Tata Mida, on est parti au parc. Tata Mida, on est sorti le week-end. Tata Mida, hein?
Comme on connaissait Géry à Paris, Géry, ta cousine, oh, ma cousine a fait quoi? Ma cousine, comment? Les histoires des Blancs, là, c'est compliqué. Est-ce que les Blancs cherchent loin? Il a vu seulement Mida à disposition, il a pris Mida. Ça nous a choqués. Ça nous a choqués parce que notre sœur présentait Mida comme une sistou. Vous allez interdire à Pierrick d'aimer quelqu'un. C'est pas possible. Donc, on prend sur nous, on va voir Mida, oh, moi je n'ai pas de problème. Les enfants des Jeanne, ce sont mes enfants. Jeanne était venue à Perpignan pour moi. Patati patata, elle fait tout la gentille, la gentille, la gentille. On n'avait pas le choix. Ma soeur là devait accoucher. Moi j'étais bien engagée dans ma relation. J'allais à Brest et tout ça. Bon, elle les connaît. Pierrick, il est heureux et tout ça. Donc, quand on partait là-bas, Mida nous recevait d'une façon vraiment que nous montrait que je n'ai pas de problème. Mon copain à l'époque, François, me dit, mais il a le droit de continuer sa vie et tout ça. Votre soeur, elle a fait que 2-3 ans de mariage avec lui, elle est morte. Maintenant, vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'a même pas 60 ans. Il est encore un homme. Il a besoin de la présence d'une personne. Tu vois bien qu'il aime des Africaines. Mida, c'est une fille qui est à la disposition. Donc, moi-même, mon mari ici, qui est aujourd'hui mon mari, m'a convaincu que c'est normal. Laisse tomber, laisse tomber. On a dit aux enfants, s'il y a un problème, vous nous dites. Kabibi, Mida a aménagé dans la maison des Jeanne. Elle part habiter chez Jeanne. Je ne sais pas si Pierrick lui avait dit quoi. Mida habite là-bas. Quand Mida vient, elle vient avec ses 2 enfants parce que Mida est séparée. C'est-à-dire que les enfants deviennent 4. Mida, quand elle arrive là-bas, elle commence, on ne sait pas si c'est vrai, elle commence les problèmes avec les enfants des Jeanne. Oh, les enfants des Jeanne n'acceptent pas ses enfants. Oh, ses enfants sont étouffés. Oh, ses enfants. Tu vois, quand une femme est avec un homme, l'homme prend le côté de cette femme-là. Pierrick a commencé à changer. Il a commencé à dire que les enfants des Jeanne compliquaient Mida. Soit disant, nous, on leur disait des trucs, alors qu'on ne disait rien du tout. Moi, je suppose que Mida a commencé à créer des situations. Mida a créé des situations comme ça pendant 1 an qu'elle a fait là-bas. Pierrick nous appelle pour nous dire que, comme on était des titrices, pour nous dire que comme ça se passe très mal à la maison, lui, il a trouvé l'inscription aux enfants des Jeanne qu'ils aillent à l'internat. Que les 2 enfants-là soient à l'internat, ils peuvent commencer à venir toutes les vacances et certains week-ends s'ils veulent. L'internat, c'était un très bon internat, c'était cher et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas de souci, il faut payer parce que Jeanne, en dehors de la maison, elle avait pris des assurances aussi, des assurances là, qu'on prend à la banque, à la Massif, tu vois, toutes les petites organisations, maisons d'assurance là. Elle avait des petites assurances qu'elle payait les 9 euros, les 10 euros, les 12 euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc, il y avait aussi de l'argent pour payer l'internat. Et que comme moi, c'était la traitiste, je devais être d'accord parce que c'est moi qui devais signer pour qu'on débloque l'argent. J'ai demandé à François, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on venait de se mettre ensemble. Que je récupère les enfants de ma soeur. Il m'a dit non, l'internat, ce n'est pas mauvais. Quand on a fait des recherches, tu connais les Blancs, comment ils sont. On a fait des recherches, on a regardé les commentaires, on a appelé tout ça. Il m'a dit non, l'internat là est bien réputé et tout ça. Il n'a pas choisi un mauvais internat. Je ne pense pas que Pierrick ait de mauvaise foi. Je ne pense pas, mais c'est moi, il est amoureux, il veut reconstruire notre vie. Moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là. En tout cas, il n'est pas de mauvaise foi, l'internat est bien. On a parlé avec ma soeur, en Europe, on s'est convenu que les enfants des Jeanne aillent à l'internat. Quand les enfants des Jeanne sont allés à l'internat, la maison restait pour Mida et ses enfants avec Pierrick. Les enfants de ma soeur, là, ils ont étudié à l'internat jusqu'à la fin. Ils allaient là-bas pendant les vacances, du coup, moi, je les prenais. Je les prenais parce que Pierrick, ce n'est pas leur papa à la base. Ma soeur qui est à Paris les prenait aussi parce que Géry habite à Paris. Donc, Géry connaît son enfant. Les enfants déjà ont grandi comme ça. Maintenant qu'ils ont 18 ans, Pierrick a le droit de les chasser parce qu'à 18 ans, tu peux partir de chez tes parents. Ça veut dire que la maison là est restée à moitié à Pierrick. Le problème est qu'il n'avait pas fini de faire le remboursement et que Pierrick est venu s'ingérer dedans en tant que veuf. Il a terminé les petits remboursements qui restaient là. Tu sais, elle avait payé une grande partie. Donc, les petits remboursements là que lui, il a fait, maintenant que les enfants ont grandi, on a dit, ça ne sert à rien. C'est la maison de notre sœur qui vient de notre héritage. Maintenant, c'est Pierrick là, notre sœur lui a donné 50%. Les enfants ont grandi. Les enfants, bon, ils ont étudié à Perpignan, mais je ne sais pas, ils ne veulent pas rester là-bas. On dit qu'on va vendre la maison. Ça veut dire que nous tous, la famille, c'était l'immeuble des papas. Notre argent dans cette maison-là. Normalement, les 50% qui reviennent aux enfants, c'est pour notre famille. Hein. Ce n'est pas pour ses enfants parce qu'elle n'avait aucun bien au Congo. C'est l'argent de la famille. Maintenant, il faut savoir que nous sommes 7 filles.
Dans le mariage, moi, j'ai fait monter une de mes petites sœurs. Ma sœur qui a parié a fait monter une de mes petites sœurs. Donc, nous sommes 4 en Europe. Et nous savons que cette maison-là, elle a pris la moitié, elle a donné à Pierrick. La moitié qui reste là, ce n'est pas pour ses enfants. C'est pour notre famille parce que le bien de papa à la base. Mais on doit se partager cet argent-là. Alors, le problème est que les enfants déjà ont grandi. Ils sont conscients que c'est l'héritage de leur maman. Ils veulent maintenant qu'ils vendent la maison avec Pierrick et ils récupèrent leur partie. Même si Pierrick avait payé un peu des petites années là, c'est des calculs. Ce n'est pas grave. Ils auront la partie. Mais Kaby, la partie là, ce n'est pas pour eux. La partie là, ce n'est pas pour eux. C'est ça maintenant le problème qu'il y a. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? Ces enfants-là sont allés prendre l'avocat pour dire que c'est le bien de leur maman. C'est les biens achetés au nom de leur maman. Ce n'est pas les biens de leur maman, je suis désolée. C'est l'argent de notre famille. Déjà, elle a partagé 50% à son mari. 50%. Donc, c'est ça le problème qu'il y a dans notre famille. Les enfants là ont grandi, nous sommes en conflit. Tu vois, les enfants d'Europe connaissent tout et ils sont impolis. Ces enfants-là ont grandi à l'internat, ils nous voient comme leurs tantes, ils nous voient comme des blédards ou je ne sais pas quoi. Ces enfants-là, ils ont grandi avec un mauvais état d'esprit. Eux, ils sont eux deux. Et nous, nous sommes famille de leur maman. On ne sait pas si centre on les avait jetés ou quoi, mais on les prenait pendant les vacances. Ils ont pris un avocat pour qu'ils vendent la maison. Mais moi, je suis désolée. Ces enfants-là, s'ils vendent la maison, on peut leur donner la part de leur maman. On ne va pas leur donner l'argent de la maison. Or, légalement, en France, on n'a pas ce droit-là parce qu'on n'est pas dans les papiers de leur maman, dans les documents. Moi, je suis que titrice, un titeur. Mais ils ont 18 ans, n'ont plus besoin de moi. Donc, ça veut dire que s'ils vendent la maison, c'est leur argent. Ces problèmes-là, Kabibi, tu vois, nous sommes des Bakongo. Ces problèmes-là que je te parle, notre maman, elle est vivante. Notre maman est très déçue de savoir déjà que Jeanne avait donné la moitié de la maison à son mari. C'est l'argent de son mari, maman est vivante. Et maintenant, d'apprendre que l'argent vendu, c'est aller aux enfants de Jeanne tout seul. Des enfants qui ne vont même pas à l'université, qui n'ont pas les intentions de continuer les études, on ne sait pas ce qu'ils veulent en faire. Donc, ils peuvent prendre aussi cet argent-là, brûler. Brûler, ça termine comme ça. La veuve, la propriétaire de l'argent est vivante. Donc, maman a dit niet. Maman a dit, ce sont ses petits-fils. Elle avait accouché 7 enfants. Vous êtes restés 6. L'argent qui reste là, s'ils vendent, on doit diviser ça en 6. On prend la part des gens, on donne à ses enfants. Nous aussi, on a droit à l'héritage de l'immeuble de notre papa, qu'elle est partie partager la moitié. Elle a profité, elle a fait une bêtise. Que maman l'a couverte, mais ça lui a coûté la vie. Ça lui a coûté la vie parce que maman est convaincue que ce sont les oncles dans leur sorcellerie qui ont envoûté Jeanne. Donc, maintenant, maman, elle est contre cette vente-là déjà. Elle a dit, si l'argent ne viendra pas dans sa famille, qu'on laisse la maison-là exister. Or, les enfants, tu connais les enfants d'Europe, ils ont les yeux grands ouverts, ils ont pris les avocats. Donc, eux, ils sont déterminés à vendre la maison. Est-ce que tu te rends compte que ces enfants-là sont en train de mettre leur vie en danger? Ils sont en train de créer un problème, ils ont grandi ici en Europe, ils ne comprennent pas le dégât, les niveaux des problèmes qui sont en train de s'infliger eux-mêmes sans que personne ne leur ait proposé ça. C'est ça le problème que notre maman, Laura, nous a appelé ici pour évoquer et dire, elle en tant que titrice, elle en tant que sœur de la maman, qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut faire? Comment ils peuvent réagir? Comment ils peuvent dissuader ces enfants-là? Et leur faire comprendre clairement que quand vous vendez la maison, ne jouez pas au malin. Ne jouez pas au malin parce que la veuve est vivante. La veuve est déjà fâchée, elle a perdu sa fille. La veuve est fâchée qu'on a partagé la maison à un blanc. La veuve est déjà fâchée, elle est vivante, elle a 6 enfants. Elle trouve ça injuste que Jeanne ait abusé comme ça. D'abord, c'est elle qui habitait dans cette maison-là, toute seule. Nous, on n'a jamais habité là-bas. Elle a pris la moitié, elle a donné à son gars. Et maintenant, ses enfants veulent tout prendre pendant qu'elle vit. Ça ne sera pas possible. Donc, on ne sait pas comment on va expliquer aux enfants là. On ne sait pas comment traiter cette histoire. Ce qui est sûr, notre maman ne peut pas leur faire du mal. C'est leur grand-mère. Mais Kabibi, notre sœur a rendu l'âme pour cette maison-là.
Toi, tu es sûr que maman ne va pas nous dire de donner une partie à la famille des papas? C'est compliqué. C'est ça la situation de notre famille que j'ai voulu partager ici parce que nous sommes en train de réfléchir. C'est qui est sûr que la maison n'est pas vendue. La maison n'est pas vendue. C'est Pierrick et Mida qui habitent là-bas. Pierrick et Mida habitent là-bas. Ils ont décidé de se marier. Ça, c'est leur engagement. C'est leur truc. Ils vont se marier. Ça ne nous intéresse pas. Ils n'ont qu'à faire leur vie. S'ils iront se partager la partie de Pierrick, ça, c'est Mida et Pierrick qui connaissent. Mais nous, on parle de notre partie à nous. Notre partie à nous. C'est l'histoire de Maman Laura. Merci beaucoup, Maman Laura, pour ton partage. Merci de nous avoir éclairci sur certaines parties du système des mariages, de contrats et tout ça. Merci pour ces partages, pour ce questionnement, cette inquiétude que tu as, que tu dis que toi, à Brest, avec ton mari, vous avez votre maison. Tu n'es pas trop derrière cet argent-là, mais quand même, tu veux ta part parce que c'est la maison de votre papa. C'est l'immeuble de votre papa. Tu as le droit. Tu reconnais que tu as les droits parce que toi aussi tu as des enfants, toi aussi tu as ta vie. Pourquoi elle va prendre tout l'immeuble, ça devient pour elle? Donc tu as tes droits, ça tu as vraiment évoqué, tu as reconnu que tu veux aussi ta part. Mais tu sais que ces enfants-là sont les enfants de ta soeur, tu ne vas jamais leur faire de mal. En tout cas, on a partagé l'histoire en espérant que la team va comprendre et va te conseiller. Il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires ici en France, qui peuvent vous expliquer comment les choses vont se faire, qui peuvent vous recommander et qui peuvent aussi te conseiller sagement en tant que la tante, en tant que la sœur de Jeanne, malgré les hauts et les bas, malgré les erreurs qu'elle a pu commettre, malgré pour l'amour que tu avais pour elle et l'amour que tu avais pour ses enfants. Et surtout, la confiance qu'elle vous a accordée à vous deux d'être les tutrices de ses enfants. En tout cas, merci beaucoup, maman. On a débordé en temps. On va couper la vidéo en espérant qu'on aura une solution ou un avis, un conseil clair qui peut t'aider, te guider, t'apaiser, apaiser maman à Kinshasa, apaiser la famille et avancer en communion. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Restez branchés et connectés. Peace and love chez vous. Bye.